troisième cours, nous allons aborder la modélisation tension réelle du pile à combustible, cette fois, pas uniquement la tension idéale, et nous verrons quelques notions d'identification paramétrique, c'est-à-dire pour venir déterminer les valeurs des paramètres de notre modèle. Alors nous allons commencer donc, par la modélisation de la tension du composant réel. Ensuite, dans une seconde partie, nous parlerons d'identification paramétrique et ensuite une petite conclusion. Alors, allons-y pour la première partie consacrée à la modélisation de la tension du composant réel. Nous verrons tout d'abord les objectifs de la modélisation, ensuite l'allure de la tension réelle d'une pile à combustible, et puis ensuite nous décrirons trois différents phénomènes, les phénomènes de transfert de charge, par transport de matière, et les phénomènes ohmiques, qui représentent trois grands types de pertes qui sont souvent modélisées, c'est-à-dire les pertes d'activation, les pertes par diffusion des gaz et les pertes ohmiques. Et ensuite, on résumera le modèle global obtenu. Alors, allons-y. Alors, pourquoi est-ce qu'on modélise? Alors, on modélise pour de nombreuses raisons, et dans l'idéal, voici ce qu'un paramètre pourrait nous permettre d'obtenir. Par exemple, un bon modèle permet de prédire le comportement d'une pile à combustible dans des conditions opératoires non testées. Les conditions opératoires, c'est par exemple la température des gaz, la pression des gaz, l'humidification, des choses comme ça. Eh bien, on peut imaginer qu'un fabricant de pile à combustible, il n'a pas testé son composant dans toutes les conditions opératoires possibles et imaginables. Peut-être qu'il y a un client, à un moment donné, qui va lui demander quelles sont les performances de son composant dans telles conditions, par exemple à 85 degrés, alors que la pile est préconisée à 50 degrés, par exemple. Eh bien, le fabricant, s'il n'a pas testé cette valeur-là, mais qu'il a un modèle qui permet de prédire les performances à cette valeur-là de température, il va pouvoir donner au client une estimation des performances. Donc bien sûr, il lui dira que c'est qu'une estimation, que ça n'a pas été testé, mais ça lui permettra de faire ça sans avoir à faire l'essai. Donc c'est quand même des économies d'argent. Surtout pour les piles à combustible, qui sont une technologie encore nouvelle, et où chaque composant peut coûter très cher. Ensuite, un bon modèle peut permettre de mieux comprendre l'état de la pile à combustible à un instant T. Donc, par exemple, ça peut permettre de faire du diagnostic en ligne. Alors, en ligne, ça veut dire durant le fonctionnement de la PAC, c'est-à-dire durant sa mission, sans venir perturber sa mission. Par exemple, on pourrait imaginer identifier un problème d'humidification des gaz, rien qu'avec des mesures, par exemple électriques, de la pile en fonctionnement, si derrière on a un modèle pour analyser ces mesures. Ensuite, on peut peut-être même détecter un engorgement. Un engorgement, c'est quand on a une accumulation d'eau en sortie, donc ça c'est pour la thème basse température, une accumulation d'eau en sortie qui vient gêner les gaz pour arriver, et donc du coup il y a moins en moins de gaz, et du coup il y a moins en moins de courant, et c'est une réaction en chaîne qui va jusqu'à ce que le courant soit nul, donc il vaut mieux l'éviter, et ensuite pour redémarrer la pile c'est compliqué quand il y a trop d'eau, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'éviter absolument. Et on peut peut-être le détecter avec un modèle comportemental. On peut aussi imaginer peut-être détecter un desserrage d'un stack par des mesures électriques également, ce qui peut être intéressant pour si on a peur des fuites, évidemment. Si ça se desserre, il peut y avoir des fuites. Et ensuite, troisièmement, il y a le diagnostic hors ligne. Donc là, on arrête la pile, elle n'est pas en train d'effectuer sa mission. Donc là, on peut venir perturber un peu plus son fonctionnement, puisqu'on n'a pas à garantir certaines performances pour subvenir à une mission. Donc là, on peut faire des mesures un peu plus intrusives. Et là, on va pouvoir savoir un peu plus quels sont les matériaux qui ont évolué dans la pile. Par exemple, la surface active des catalyseurs, est-ce qu'elle a bougé? Est-ce que la membrane s'est dégradée? Est-ce que les plaques bipolaires sont corrodées? Des choses comme ça. Donc là, c'est plutôt de la dégradation qu'on va pouvoir observer assez facilement. Par contre, là, je ne parle pas d'analyse au microscope. On ne vient pas regarder au rayon X, ce qui se passe dans la pile, parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on va détériorer la pile. On va devoir couper un petit morceau, par exemple, pour la mettre dans le microscope. Donc ici, ce n'est pas du tout la question. Ici, on est encore sur des mesures électriques pour la plupart. On ne vient pas casser le composant pour savoir du coup si on le remet pour refaire sa mission, s'il en est encore pas capable, ou si on se dit bah non, là il faut changer peut-être telle ou telle cellule du stack, par exemple, des choses comme ça, ou il faut changer les plaques bipolaires. Ça peut être intéressant. Et ensuite, le troisième aspect, ça peut être de prédire la durée de vie d'un composant. Donc là, il faut en plus de modèle comportemental, c'est-à-dire en plus de modèle qui nous permet d'avoir les performances dans certaines conditions opératoires, là il nous faut un modèle des phénomènes de dégradation. Donc ça peut être un modèle complètement empirique, c'est-à-dire qu'on a observé que tel paramètre du modèle évoluait comme ceci avec le temps, et donc on met une loi dessus qui colle à peu près bien, et on dit, bon ben voilà, dans 20 000 heures, on devrait avoir telle performance. Donc ça c'est compliqué, c'est très compliqué, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus,
Mais voilà, ça serait donc une possibilité d'utilisation d'un modèle bien fait. Donc là, bien sûr, on est dans l'idéal, et si on arrive à faire tout ça, c'est que vraiment la technologie elle est très mature et que la modélisation aussi. C'est pas le cas en pile à combustible, en tout cas, c'est sûr. Il y a des domaines où c'est le cas. Alors maintenant, allons-y pour la modélisation proprement dite. Alors ici, on parle uniquement de la modélisation quasi-statique, c'est-à-dire c'est la modélisation en régime permanent. C'est-à-dire qu'on va par exemple venir bouger le courant de la pile, on va se mettre par exemple à 10 ampères, et on va attendre un certain temps. On va attendre que toutes les conditions opératoires se stabilisent, la température, la pression, les débits de gaz, tout ça on va attendre que ça se stabilise et on considérera qu'on a atteint le régime permanent. Régime qu'on appelle aussi quasi-statique, alors qu'on aurait pu l'appeler tout simplement statique, mais on met le mot quasi pour se souvenir que on n'est jamais vraiment parfaitement stable. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas toutes les conditions opératoires, déjà d'une, et en plus, il y a des phénomènes, au final on ne sait jamais quand est-ce qu'ils sont vraiment stabilisés. Peut-être qu'il faut attendre des heures. Donc il y a des technologies où c'est plus vrai que d'autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de quasi-statique, mais on essaye de se rapprocher de ça, mais au final la personne n'a la réponse. Donc en fait on ne sait pas quand on fait une courbe de polarisation, c'est-à-dire qu'on vient à chaque fois modifier le courant et mesurer la tension, et on ne sait pas à chaque palier de courant combien de temps il faut attendre pour atteindre la stabilisation. Donc bon, souvent ce qu'on fait c'est qu'on fait un aller-retour. Et dans un aller-retour, si on a à peu près la même réponse, on se dit que il n'y avait pas trop de phénomènes dynamiques qui étaient en jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois on était bien stable, puisque quand on est revenu dans l'autre sens, c'était le cas aussi. Bon. Il y a des petites techniques comme ça, mais on n'est jamais vraiment sûr d'avoir atteint la stabilité. Alors, le composant réel, à quoi il correspond en termes de modélisation? Il correspond au composant idéal, donc ça c'est celui qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire que c'est juste une source de tension parfaite, qui donne juste la tension réversible quel que soit le courant, auquel on va rajouter des phénomènes irréversibles, que l'on va appeler pertes. Alors cette fois ils sont vraiment irréversibles, c'est pas comme les pertes entropiques qu'on venait retrouver quand on était en mode électrolyseur. Là ces pertes elles sont irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver exactement les mêmes en électrolyseur. Ça peut être les mêmes phénomènes, mais ils n'auront pas la même valeur en absolu. Là on est vraiment sur la perte pure en chaleur. Et donc ça se traduit comment après un modèle? Ça veut dire que la tension réelle du modèle, c'est la tension réversible, c'est la tension du composant idéal, auquel on vient soustraire les pertes. Alors là on a mis un signe moins pour que ce soit plus intuitif, on vient soustraire les pertes, mais on aurait très bien pu mettre un terme plus pour être homogène à composant idéal plus phénomène irréversible, qui est écrit juste au-dessus. Mais là par convention on va choisir que les pertes soient positives et on vient donc les soustraire. Juste du détail. Alors, ça c'est ce que nous avons vu donc le dernier cours, avec la tension réversible quel que soit le courant. Nous sommes dans un graphe tension courant pour voir la caractéristique statique du composant. Ça c'est le caractéristique statique du composant idéal, une source de tension idéale. Ah oui, je vous fais une petite remarque. En abscisse, on a la densité de courant, c'est-à-dire en ampères par centimètre carré de surface de pile. On parle souvent comme ça pour un composant électrochimique, mais c'est pareil de parler de courant ou de densité de courant, enfin en tout cas dans le cours qui nous concerne, les deux sont tout à fait équivalents pour les concepts qu'on aborde, donc souvent je vais manquer de rigueur, et des fois vous allez avoir des équations courantes, des fois des équations en densité de courant, il ne faut surtout pas vous formaliser, du moment que vous avez un I ou un J, grosso modo on parle de la même chose, et les concepts restent les mêmes, les raisonnements restent les mêmes. Alors on a tendance à ramener en centimètres carrés, pardon, je précise, pour pouvoir comparer des piles qui auront des surfaces différentes. C'est-à-dire que, mettons qu'il y a une pile qui fonctionne à 200 A et une autre qui fonctionne à 300 A, on ne pourra pas les comparer. Alors qu'en fait, si on divise par leur surface, on va peut-être se rendre compte qu'en fait, elles fonctionnent toutes les deux à 1 A par centimètre carré. Et donc là, ça devient quand même beaucoup plus logique de les comparer. Alors voilà à quoi ressemble une tension réelle de pile à combustible, par exemple. C'est une courbe qui a été générée artificiellement, mais ça ressemble à peu près à ça. Hein. Donc ici, il y a une espèce de petit coude là qu'on voit à basse densité de courant qui peut être beaucoup plus prononcé, il peut être beaucoup plus profond. Et ici, un petit coude aussi à fort courant qui peut être également beaucoup plus prononcé. Et on modélise cette tension généralement avec trois grands types de pertes. Les pertes dites d'activation, qui elles vont surtout déterminer l'allure de la courbe à faible densité de courant, comme on peut le voir, il y a un joli coude à faible densité de courant. Ensuite, les pertes par diffusion, qui elles, par opposition, vont plutôt déterminer l'allure de la courbe à fort courant, puisqu'il y a ici un joli coude à fort courant. Et ensuite, les pertes atomiques, qui elles sont linéaires. Donc on va détailler ces trois pertes durant la suite. Alors un petit mot sur le rendement du composant réel, puisque nous avons vu le rendement du composant idéal.
Et maintenant, on va essayer de chercher le rendement de ce composant réel, donc c'est-à-dire avec cette courbe de tension réelle ici, par rapport à Erev, qui serait la tension idéale. Et bien on sait que le rendement, pour connaître le rendement d'un système, il faut multiplier les rendements de tous les sous-systèmes. Donc là c'est pareil, on va faire le rendement du composant idéal fois le rendement du composant réel. Et le rendement du composant réel, tout simplement, ça va être la tension réelle ici divisée par Erev, puisque c'est Erev qu'on serait censé avoir dans l'idéal. Or, la tension idéale, on avait déjà vu que c'était égal à Erev sur delta H sur NF. Et c'est égal à 0,83. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces 83% de rendement. Donc là, il faut bien comprendre que déjà, c'est déjà une perte qu'on a par rapport à l'énergie qui est contenue à l'hydrogène. On a déjà que 83% qu'on peut convertir en électricité. Et là, on est en train de dire que sur ces 83%, il y en a encore moins qu'en fait, on aura vraiment réellement. D'accord ? En électricité. Le reste, ce sera de la chaleur. Et donc, si on remplace le rendement idéal par cette expression, on se retrouve avec du Erev sur delta NF là et du U réel sur Erev. Donc, les Erev vont se simplifier. Et il va nous rester juste U réel sur delta NF. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit que dans le cas d'une pile à combustible, en fait, le rendement est directement équivalent en fait à la tension de la pile. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler de la tension de pile, en tout cas en quasi-statique pour une pile à combustible. On va beaucoup dire que ça représente les performances parce que ça représente le rendement directement grâce à cette loi. Et on a déjà dit dans les autres cours que le rendement typique est de l'ordre de 50%. Mais comme vous pouvez voir, ça dépend beaucoup de où est-ce qu'on se trouve sur la courbe. Donc voilà pour cette tension réelle. Maintenant, nous allons voir donc le premier type de perte qu'on appelait perte d'activation, qui sont dues à des phénomènes de transfert de charge électronique. Alors ces phénomènes, on les modélise par la loi de Butler-Volmer, qui s'écrit comme ceci. Avec ici le courant de la cellule, ici un courant d'échange à l'équilibre. Alors le courant d'échange à l'équilibre, c'est un paramètre très important. En fait, le courant d'échange à l'équilibre, il caractérise l'échange électronique qu'il y a, même quand il n'y a pas vraiment de courant généré par la pile. Parce qu'il faut imaginer qu'une pile à combustible, si on met des gaz mais qu'on ne branche rien à ces bornes, c'est-à-dire qu'on ne demande pas un courant, il n'y a pas de charge qui est connectée, il faut imaginer quand même que la réaction va se faire à chaque électrode, à chaque instant. Et c'est-à-dire, elle va se faire dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que par exemple, on avait H2 donne 2 protons, 2 électrons, mais en fait, ça va se faire dans ce sens-là, puis ça va reformer l'hydrogène. Et ça, sans arrêt. Et donc, il va quand même y avoir donc, un échange d'électrons, pour que ça se fasse dans un sens puis dans l'autre. Et cet échange d'électrons, il est caractérisé par ce coefficient J0, la densité de courant d'échange à l'équilibre thermodynamique. L'équilibre thermodynamique, c'est ça, c'est quand on ne demande pas de courant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des conditions stables. Et ensuite, on a deux exponentielles qui vont venir se soustraire, qui font apparaître à peu près les mêmes éléments, donc NF sur RT, ça c'est des constantes qu'on a déjà vues, avec alpha, coefficient de transfert de charge, coefficient très important dans la Butler-Volmer, et Nact, ça va être la surtension d'activation. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est la tension quoi. C'est vraiment la tension. Ici, bon, c'est une surtension d'activation, mais c'est vraiment la perte d'activation que nous on a besoin dans notre modèle. Et dans l'autre exponentielle, on a les mêmes éléments, sauf qu'au lieu d'avoir alpha tout court, on a 1 moins alpha. Le coefficient de transfert de charge, encore une fois. Alors cette loi, à quoi elle ressemble? Donc Nact, oui, c'était pour l'activation. À quoi elle ressemble? Elle ressemble à la courbe bleue ici. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ici, encore une fois, c'est la surtension d'activation. C'est-à-dire que c'est une perte. Donc en fait, plus elle est grande, et plus en fait, on va venir perdre du potentiel de pile. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que dès qu'on demande un courant à la pile, en fait, ben, la perte est non nulle. Ici, quand on demande 0 de courant, on a 0 de perte d'activation. Et si on demande un courant un peu plus élevé, par exemple ici, et bien là, on a une perte positive. Donc ça veut dire qu'on va venir perdre du potentiel de pile. Donc il faut bien imaginer qu'en fait, naturellement, une réaction électrochimique, quand on vient demander du courant, ben, le potentiel de la réaction chute. C'est vraiment la nature qui veut ça. C'est-à-dire c'est le fait même de demander du courant qui entraîne cette perte. Donc voilà, elle est là, elle est inéluctable. Alors sur le graphe sont aussi représentés les deux exponentielles. Donc ici en rouge on a l'exponentielle de droite et ici en vert on a l'exponentielle de gauche. Donc on va voir par la suite, par les simplifications qu'on va faire, c'est intéressant de les représenter. Et il se trouve que par convention, on va considérer que quand la surtension est positive, en fait, c'est qu'on fonctionne en pile à combustible. Quand la surtension est négative, c'est qu'on fonctionne en électrolyseur. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que quand on fonctionne en pile à combustible, on a le courant qui est toujours positif par convention. Donc ça veut dire qu'on va toujours se retrouver en fait ici. On va fonctionner toujours là, voire même plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours utiliser l'exponentielle de gauche.
quand on modélisera notre pile à combustible. Alors que si on modélise un électrolyseur, on va utiliser l'exponentielle de droite. Donc ça c'est quand même très important. Ça veut dire qu'on a une loi en fait qui est faite pour les deux composants, mais quand on va utiliser qu'un seul composant, en fait il y a une exponentielle qui ne sert à rien. Donc on peut toujours l'utiliser si on peut se le permettre, mais si on ne peut pas, on va simplifier l'équation et en garder qu'une. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Parce que justement le problème de la loi de Butler-Ulmer, comme on vient de le voir, c'est qu'on a courant de la cellule en fonction de la tension d'activation. Or nous, c'est le contraire qu'on veut. Nous on va pouvoir modéliser U en fonction du courant. Donc du coup, il nous faut inverser la loi de Butler-Ulmer. Et on ne peut pas l'inverser en état, mathématiquement, ce n'est pas possible, à moins que on ait alpha, qui est égal à 0,5, alpha, le coefficient de transfert de charge qui est dans l'exponentielle. S'il vaut 0,5, en fait, on se retrouve avec les mêmes éléments dans l'exponentielle. On a juste une qui vaut E de x et l'autre qui vaut E de moins x. Et donc, il se trouve que ça, c'est équivalent à un sinus hyperbolique. Donc, on peut ensuite, en inversant le sinus hyperbolique, venir inverser la loi. On obtient une loi comme ceci avec bien la tension d'activation en fonction du courant. Donc ça, c'est bien ce qu'on veut, pour le tracer dans notre graphe tension courant. Cependant, si alpha n'est pas égal à 0,5, et bien là, on va être obligé de faire des approximations de la loi pour pouvoir l'inverser. Donc on va le faire à certains endroits de la loi. Donc c'est un peu ce que je vais expliquer tout à l'heure. On va par exemple faire l'approximation de Tafel lorsque le courant est très grand devant J0. C'est-à-dire c'est quand on se retrouvait, je crois qu'on doit la voir là, voilà. C'est quand on se retrouvait tout en haut là-haut. Et bien là, on va du coup utiliser que l'exponentielle de gauche, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc dans le cas d'une pile à combustible, par exemple, par convention. Puisque l'autre, elle est négligeable en fait. On la voit ici, elle est négligeable devant celle-là. Et donc, si on isole, donc on garde que cette exponentielle, on se retrouve avec cette équation-là que l'on peut inverser directement avec un logarithme. Et donc on se retrouve bien avec la surtension, on appelait ici surtension de Tafel, et le courant ici, c'est. Voilà une première approximation, approximation des forts courants. Ensuite, il y a l'approximation linéaire, ou l'approximation des faibles courants, où là c'est le contraire, elle est applicable lorsque le courant de cellule est très petit devant le courant d'échange d'équilibre. Donc c'est quand on se retrouve très proche ici du zéro, on voit que la courbe elle est quasiment linéaire, c'est quasiment une droite. Donc en fait, pour obtenir cette loi, on va faire un développement limité en zéro des deux exponentielles, exponentielle x, et bon, on obtient cette loi, donc c'est la surtension d'activation linéarisée. Voilà. Donc voilà les différentes méthodes, donc il y en a trois, pour inverser cette loi de Butler-Ulmer. La plus utilisée en PEM, c'est l'approximation de Tafel, donc elle est très importante, elle est à retenir parce que c'est sûr que vous la verrez si vous regardez la modélisation de pile à combustible. Après ça dépend des technologies, c'est vrai, mais en PEM, c'est certain que c'est Tafel. Alors à quoi ressemblent ces différentes approximations un peu plus en détail? Alors, vous avez l'approximation linéaire ici en vert, Butler-Ulmer ici en bleu, et l'approximation de Tafel ici en rose. Donc vous voyez que les deux s'écartent beaucoup quand on approche de 0. Et l'approximation de Tafel est l'approximation la plus utilisée en PEMFC en tout cas. Voilà, donc perte d'activation ou perte par transfert de charge, on les appelle, modélisée par la loi de Tafel. Donc voilà, loi très importante en PEM. Le problème, c'est qu'il se trouve que cette loi n'est pas définie lorsque le courant de la cellule est inférieur au courant J0, puisque le quotient J cell sur J0 devient inférieur à 1, donc le logarithme est négatif. Donc la loi est encore définie, et c'est-à-dire qu'on a une perte qui est négative. Et comme nous, on vient soustraire les pertes à la tension inversive, c'est-à-dire que c'est comme si on gagnait du potentiel. Donc c'est plus du tout une perte. Donc on n'a plus du tout le droit d'appliquer l'approximation de Tafel quand J0 est inférieur, quand Jlim est inférieur à J0 dans le cas de la modélisation de pile à combustible. Et en plus, si le courant de pile est nul, alors là c'est carrément la loi qui n'est plus définie puisque le logarithme tend vers moins l'infini. Donc pour pallier à ce problème, on va introduire un nouveau terme qui est le paramètre IN. On va l'appeler IN, on va l'appeler IN par exemple. Il va venir l'incruster ici dans la loi. Tout à l'heure on avait juste I sur I0 ou J cell sur J0. Et là on va venir faire J cell plus IN. Donc on vient modifier empiriquement la loi. Et maintenant on va chercher une signification physique de ce paramètre IN. Et il se trouve qu'heureusement il a son utilité, puisque lorsqu'on a
donc la tension idéale d'une pile à combustible, la tension réversible, ici en fonction de la densité de courant. Il se trouve que la tension réelle, elle est toujours inférieure à la tension réversible, même à courant nul. C'est-à-dire qu'il y a une perte ici qui existe à courant nul. Or, les paires d'activation, comme on les avait écrites à la base, sans le IN, ne peuvent pas modéliser de perte à courant nul. Parce que déjà, elles ne sont pas définies à courant nul, mais même plus on se rapprochait de 0, et plus elles tendaient vers 0. Et donc, IN va nous permettre de modéliser cet écart. Il va directement être proportionnel au logarithme de cet écart. Voilà, alors à quoi est dû cet écart physiquement, il est dû à de nombreuses réactions parasites, phénomènes parasites qui ont lieu même quand il n'y a pas de courant, c'est-à-dire même quand il n'y a pas de charge connectée au bord de la pile, il y a des réactions qui se produisent et des phénomènes. Notamment, il y a le crossover de gaz, on appelle, donc c'est-à-dire c'est le passage d'hydrogène d'une électrode à l'autre, on va le présenter un peu plus en détail juste après. Il se trouve que c'est potentiellement dangereux, donc c'est pour ça qu'il est beaucoup étudié en PEM surtout. Dans d'autres technologies, on en tient moins compte des fois, pas du tout. Bref, et il y a aussi d'autres réactions parasites, c'est-à-dire des réactions électrochimiques qui ont lieu en même temps que la réaction principale que l'on souhaite. Et donc ce sont des réactions qui vont peut-être consommer du gaz. Pardon. Et qui vont faire qu'on va peut-être faire chuter le potentiel de la pile au final, puisqu'en fait chaque réaction électrochimique va essayer d'imposer son potentiel, et donc le potentiel qu'on va avoir au final, nous, ça sera une sorte de mélange entre tous ces potentiels. Et donc comme réaction parasite, il existe principalement l'oxydation du catalyseur et la corrosion du support en carbone des électrodes. Ce sont vraiment les réactions qu'on voit le plus souvent. Alors un petit point sur le crossover d'hydrogène. Du coup, comme je vous ai dit, il est potentiellement dangereux, donc il est quand même beaucoup étudié. Ici, on retrouve le schéma de notre pile à combustible du tout premier cours, donc avec les deux électrodes, ici et ici, la membrane au milieu, conductrice ionique, et deux plaques d'écoulement des gaz de chaque côté. On amène de l'hydrogène côté anode, et cet hydrogène, on a dit que normalement il se décomposait en électrons et en protons, et que les électrons allaient passer par la charge extérieure, les protons par la membrane. Mais il se trouve que la membrane n'est pas parfaitement étanche au gaz, et donc il y a toujours un peu d'hydrogène qui peut passer, c'est-à-dire d'un compartiment à l'autre. Sauf que de l'autre côté, il va rencontrer de l'oxygène sous forme gazeuse également. Donc ces deux gaz vont réagir, surtout au contact du catalyseur, ce qu'on appelle la combustion catalytique. C'est une réaction qui va générer beaucoup de chaleur, et donc ça va venir détériorer le matériau à l'endroit où se fait la réaction. Donc on va détériorer les électrodes, et aussi on va détériorer la membrane. Du coup, ça fait que si la membrane se détériore, il va y avoir de plus en plus d'hydrogène qui va traverser, et donc elle va se détériorer encore plus. Donc vous l'aurez compris, c'est une réaction en chaîne qui va jusqu'à la destruction du composant. Et ça peut du coup amener un incendie, puisque les deux gaz finissent par se rencontrer complètement, puisque, je vous le rappelle, la membrane, c'est le seul élément qui fait étanchéité des gaz entre les deux compartiments. Donc c'est très important. Si hydrogène et oxygène se rencontrent, ça brûle. Donc voilà pourquoi est-ce que le phénomène de crossover est beaucoup surveillé, parce qu'il est potentiellement dangereux. Et il se trouve qu'il y a quelques années, donc une bonne dizaine d'années, les épaisseurs de membrane étaient beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. On était de l'ordre de peut-être 50 micromètres, voire 100 micromètres. Maintenant, on est plutôt de l'ordre en dessous des 10 micromètres. On trouve même des publications qui ont des épaisseurs très faibles, mais dans l'industrie, on peut même descendre aux alentours des 6 micromètres, voire en dessous. Et il se trouve que depuis qu'elles sont fines, du coup, on a beaucoup plus de problèmes de crossover. Et du coup, ça devient problématique pour la durée de vie du composant. C'est-à-dire qu'il y a des piles qu'on est obligé d'arrêter parce qu'elles ont un crossover trop élevé, donc on pense que c'est dangereux de les utiliser, alors qu'au niveau performance, elles n'étaient pas du tout arrivées en fin de vie. Donc la fin de vie, du coup, n'est pas un critère uniquement de performance, mais également donc, de sûreté d'utilisation du composant. Alors le crossover d'oxygène, on en parle beaucoup moins. On considère en PEM généralement qu'il est négligeable devant un crossover d'hydrogène parce que la molécule d'oxygène est beaucoup plus grosse et à travers la membrane, elle semblerait donc beaucoup moins se déplacer que l'hydrogène. Donc souvent, quasiment tout le temps négligé en PEM, ce qui n'est pas le cas dans toutes les technologies. Donc voilà, nous en avons fini pour les pertes d'activation. Donc on retient donc la loi de Tafel qui est très utilisée en PEM.
On reviendra dessus à la fin. Maintenant, on va passer donc à une deuxième perte, qui est principalement modélisée en PEM. Ce sont les pertes par transport de matière, c'est-à-dire par transport des gaz dans les électrodes, qu'on appelle aussi pertes par diffusion des gaz. Donc ici, on va illustrer pourquoi est-ce que la diffusion des gaz peut entraîner une perte. Et pour cela, on a modélisé ici une vue en coupe d'une demi-AME, donc un demi-assemblage membrane électrode, puisqu'on a ici le canal qui fait partie d'une plaque bipolaire, hein, donc à l'extrémité de la pile. On a ici une électrode, l'anode, et ici l'électrolyte qui est représenté. On n'a pas l'autre côté avec la cathode et l'autre canal à la cathode. Donc le canal, encore une fois, c'est donc une cavité qui est creusée dans la plaque bipolaire dans laquelle viennent circuler les gaz. Donc dans le canal, il y a de l'hydrogène qui va se déplacer tout simplement naturellement par convection. Donc ici, on a une certaine concentration d'hydrogène dans le canal. Et il se trouve qu'ici, à l'interface anode-électrolyte, on va supposer qu'il y a consommation d'hydrogène, puisqu'on va supposer que les réactions électrochimiques se font ici, que le catalyseur est présent ici, donc il va y avoir consommation d'hydrogène à cet endroit. Et donc l'hydrogène, du coup, va avoir tendance à diffuser dans l'électrode pour combler l'endroit où il est consommé, et sauf que cette diffusion ne se fait pas instantanément. Et donc, il se trouve qu'on a une concentration qui est plus faible à l'endroit de la consommation que ce qu'on avait à la base dans le canal. Donc ça, c'est pour un courant J1, c'est-à-dire que la pile est en train d'éviter un courant J1. Enfin, une densité de courant, pardon, J1. Et maintenant, si la pile débite une densité de courant plus élevée, par exemple J2 supérieur à J1, ben, on va se retrouver avec une concentration encore plus faible. Et si on continue comme ça à augmenter le courant, on va arriver à un courant caractéristique pour lequel la concentration au niveau du site réactif est nulle. C'est le courant qu'on va appeler le courant limite de diffusion des gaz. Donc on va voir ce courant a une importance ensuite dans la modélisation. Et donc ici, on ressent directement qu'il va y avoir un moment où on va manquer de gaz. Et donc c'est pour ça que c'est une perte, puisque en fait tout le gaz qu'on amène ne se retrouve pas à l'instant T là où on le consomme. Il y en a toujours moins là où on consomme. Du coup, c'est pour ça que c'est une perte. Ça se traduit par une perte et par une chute de performance si on vient à manquer de gaz, alors qu'au final, on en amène suffisamment dans le canal. Il faut en amener encore plus des fois, et parfois même ça ne va pas suffire, si on en consomme vraiment trop. On va arriver à un phénomène qui s'appelle la starvation de gaz. Donc c'est la pénurie de gaz. En anglais, on dit beaucoup starvation, donc je vous donne le terme parce qu'il est quand même très répandu. Donc la pénurie de gaz. C'est quand on n'a plus assez de gaz, qu'on consomme tout le gaz qui arrive. Alors, voilà la loi qui est généralement utilisée pour modéliser la diffusion. Donc, en fait, elle ressemble beaucoup à l'approximation de Tafel. Et au lieu d'avoir J sur J0, on a du 1 moins J16 sur J'. Ce qui fait qu'en fait, quand le courant de la pile va se rapprocher de J', ce rapport ici, J16 sur J' va se rapprocher de 1. Et donc ici, le logarithme va se rapprocher d'un logarithme de 1 moins 1, donc de 0. Le logarithme de 0, normalement, ça tend vers moins l'infini. Et comme on a pris le soin de mettre un petit moins ici devant la loi, ça fait qu'en fait, le logarithme, les paires par diffusion vont tendre vers plus l'infini. Donc en fait, quand le courant de la cellule se rapproche de J', donc du courant limite de diffusion, eh bien cette perte-là tend vers l'infini, ce qui est tout à fait ce que l'on souhaite, hein, puisqu'on veut en effet que quand on n'a plus de gaz à consommer, eh bien que les performances chutent. Donc ça paraît cohérent. Ensuite on retrouve le RT sur NF, comme dans la loi de Tafel, et ici on a un petit coefficient bêta, donc qui est un facteur empirique on va dire, qui pourrait être remplacé par alpha également. On pourrait retrouver alpha ici, mais pour les besoins de la modélisation, ce paramètre a quand même été modifié et dissocié d'alpha. Mais rigoureusement, quand on fait la démonstration, en fait, on part aussi de la loi de Butler-Volmer pour obtenir cette loi, mais en considérant les concentrations des gaz. Donc, on ne va pas le détailler ici, mais bon, vous pouvez retenir que les deux lois en fait, viennent de la Butler-Volmer. En fait, Butler-Volmer contient tout. Il contient l'activation et la diffusion, et c'est nous en fait qui, grâce aux approximations de Tafel, venons séparer les deux phénomènes, activation et diffusion, alors qu'en fait, ils ne font qu'un. Donc ça peut amener des erreurs d'interprétation et des erreurs aussi conceptuelles. Hein. Mais bon, il faut retenir que normalement, c'est un seul et même élément. Tout ça, c'est lié. Nous, on essaie de les séparer pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Mais du coup, ça peut amener d'autres biais. Et en séparant, on a même carrément modifié la loi qui normalement devrait contenir le alpha. Et bien, nous, on est venu la remplacer par bêta
pour des besoins de modélisation, pour comment dire, arriver à mieux représenter la réalité. On avait eu besoin de ne pas utiliser alpha, mais d'utiliser un coefficient différent qu'on puisse faire varier tout seul, indépendamment d'alpha. Bon. Ça, c'est des contraintes dues à la modélisation. Mais encore une fois, ça vous rappelle que c'est pas parfait la modélisation, on n'est pas vraiment sur quelque chose de complètement physique. Il y a des approximations, il y a des paramètres empiriques qui apparaissent. Ça, c'est important de garder en tête. Un modèle, c'est jamais la réalité. Donc voilà, ça c'est une loi très importante qu'on va appeler les pertes par diffusion ou par transfert de matière. Alors, quelle allure elles ont ces pertes? Eh bien, encore une fois, dans le graphe tension courant, on les a vues au tout début, c'est une perte qui ont ce genre d'allure. Voilà. Le logarithme est inversé, il va tendre vers l'infini ici, quand on va se rapprocher du J', là par exemple. On peut tracer un trait avec J', et on aura une asymptote là, au niveau de J'. Donc c'est ce qui permet de modéliser le coût de diffusion à fort courant, surtout, enfin en tout cas l'allure à fort courant. Et le problème c'est que des fois on a des courbes avec un comportement relativement linéaire à fort courant. Et donc ça, avec notre loi, on va pouvoir le modéliser, hein, mais bon, ça va donner un petit peu n'importe quoi. Au niveau de bêta et J', ils seront difficiles à interpréter après. Parce qu'en fait, ça veut dire que J' sera très très loin. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir bêta et J' pour modéliser quelque chose qui est linéaire. Il suffirait d'un seul paramètre pour avoir une droite. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient linéariser les pertes par diffusion en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est comme si J' était très très loin. Donc c'est comme en fait si on se situait sur la partie linéaire de la courbe là. Donc en fait, on va linéariser notre loi pour considérer uniquement cette partie linéaire. Alors comment on fait? On vient faire un développement limité, encore une fois, cette fois de ln de 1 moins x en 0. Donc ça donne ln de 1 moins x, ce premier terme c'est moins x. Et donc bon, notre loi devient juste ce type, rt sur bêta nf ilim avec j en haut. Et du coup tout ça là, rt, bêta nf, j', tout ça du coup c'est considéré souvent comme une grosse résistance qu'on appelle résistance de diffusion. Donc on a en fait directement R fois J, quoi. Simplement comme c'était des pertes ohmiques par exemple, comme on va le voir juste après. Puisque bêta et J' ici sont indissociables puisqu'ils sont multipliés l'un par l'autre, donc autant les réunir en un seul paramètre, ils seront indissociables par modélisation. Donc voilà, les pertes linéarisées de diffusion qui sont aussi beaucoup utilisées dans certaines technologies de pile. Notamment en électrolyse c'est utilisé, même en électrolyse PEM. Et après en SOFC par exemple, où la température est très élevée, on a beaucoup moins de problèmes de diffusion des gaz puisque la température permet de faciliter la diffusion, on a tendance à linéariser ces pertes. Et ensuite les dernières pertes, que j'ai déjà du coup un tout petit peu introduites, ce sont les pertes par effet Joule, ce sont des pertes dissipatives qui sont dues tout simplement au passage, disons, aux circulations des électrons et des ions, donc qui vont tout simplement par frottement générer de la chaleur. Alors la loi est toute simple, hein, c'est comme les pertes du coup par diffusion linéarisée, Rôm fois J, sauf que dans le Rôm, il peut y avoir beaucoup de choses, même il y a beaucoup de choses. Il y a la résistance ionique de l'électrolyte, attention, je précise bien, c'est une résistance ionique, donc c'est la résistance au passage des ions, disons. Et ensuite on a des résistances électroniques, notamment les résistances donc, à la circulation des électrons, tout simplement, hein, donc la résistance de matériaux électriques, tout simplement, et les résistances de contact. Alors, les résistances de contact, ce sont les résistances qui sont dues aux interfaces entre deux couches, entre deux matériaux différents, puisqu'on a toujours un contact qui n'est pas parfait, et donc selon s'il est bien ou pas ce contact, et bien on va avoir une meilleure conductivité électronique ou une plus faible. Et il se trouve qu'on a beaucoup d'interfaces, nous, entre différents matériaux, dans une cellule, puisqu'on a une interface entre la plaque monopolaire et la GDL, entre la GDL et la microporous layer. Pardon, la GDL, c'est la gas diffusion layer, on l'a vu dans le premier cours, MPLS et microporous layer, donc tout ça, ça forme l'électrode, hein, GTL plus LPL. On va avoir aussi la couche active, donc AL, et puis la membrane. Donc ça fait quand même beaucoup d'interfaces, on peut en avoir d'autres, des interfaces avec les câbles qu'on vient mesurer, etc. etc. Bon. Il se trouve que pour certaines technologies de piles à combustible comme la SOFC, encore une fois, qui fonctionne à 800 degrés, la résistance de contact peut être vraiment significative parce qu'on va utiliser des matériaux qui ne sont pas des métaux à cette température. Au-delà de 600-800 degrés, on ne peut pas utiliser facilement des métaux, donc ça va être d'autres matériaux comme des céramiques conductrices électroniques qui sont bien moins conducteurs que le métal et donc qui vont engendrer des pertes par effet Joule beaucoup plus élevées. Alors, le problème, c'est que du coup, tous ces
composants de la résistance ohmique, on a du mal à les séparer souvent. Souvent, en fait, nous, on arrive à mesurer assez facilement le R-ohm global, et on a du mal à savoir qu'est-ce qui est prépondérant là-dedans. Est-ce que c'est la résistance de l'électrolyte ou pas, ou est-ce que c'est les interconnexions. Bon. Il se trouve qu'en PEM, pendant longtemps, on a considéré que la résistance de l'électrolyte était vraiment prépondérante sur les résistances électroniques, et donc on venait considérer quasiment qu'il y avait égalité entre les deux termes. C'est-à-dire R-ohm était égal directement à la résistance ionique de la membrane. Le problème, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les membranes sont devenues de plus en plus fines, et quand on diminue l'épaisseur d'un conducteur ionique, eh bien on réduit sa résistance ionique directement. Donc en fait, la résistance électronique est devenue de plus en plus faible. Et du coup, elle est devenue de plus en plus proche des résistances électroniques. Et du coup, aujourd'hui, en fait, on ne sait pas trop. Beaucoup de gens commencent à dire que les résistances électroniques, elles sont non négligeables devant la résistance de l'électrolyte de nos jours. Et encore une fois, ça dépend des technologies. Mais c'est pas facile à séparer. Il y a des gens qui essaient. Et notamment, au tout début de ce cours, je vous disais qu'on pouvait utiliser un modèle, par exemple, pour déterminer s'il y avait eu un desserrage d'une pile incombustible. Et bien, pour savoir ça, il faudrait savoir si ce paramètre air contact a bougé, par exemple. Puisqu'on va venir comme ça détecter si l'air contact augmente, ça veut peut-être dire que les couches se sont un peu détachées. Donc ça veut dire peut-être qu'il y a eu desserrage de la pile, par exemple. Donc ça, c'est en théorie. En pratique, comment faire pour séparer ce air contact sans être trop intrusif, pouvoir le faire en fonctionnement de la pile, juste avec des mesures électriques. Et tout ça, c'est très compliqué. Mais bon, c'est une possibilité. Donc voilà pour les pertes par effet Joule. Donc c'est une loi donc aussi très importante qui aime les trois autres, mais bon, son expression est plus simple, même si au final le paramètre R-ohm il est complexe au final à déterminer, puisque là on n'a quasiment pas de modèle en fait pour toutes ces lois, pour tous ces paramètres. Donc voilà, nous avons donc déterminé nos trois pertes. Activation ohmique diffusion, dont les lois sont représentées ici. On a la tension réversible aussi dans notre modèle, que je n'ai pas détaillé, qu'on ne va pas détailler, mais bon, ça elle est déterminée par la loi de Nernst, si vous êtes curieux. Donc on retrouve le delta G, l'enthalpie libre de réaction et les pressions partielles des gaz. Bon, nous on va considérer que tout ça c'est une constante, qu'on peut le calculer à tension réversible. Et donc du coup, on a la tension de la cellule qui est bien égale à E rêve moins chacune des pertes. En rouge, vous avez des paramètres, certains paramètres donc, qui ne sont pas des constantes, et qu'il va falloir déterminer. On ne les connaît pas forcément, et si on veut modéliser notre piste, donc si on va avoir une valeur à la place de Ussel, il faut déterminer ces paramètres. Il faut donner une valeur à chacun de ces paramètres. Et notamment le alpha aussi. Là, je ne l'ai pas mis en rouge parce que souvent il est fixé. On dit souvent qu'il est égal à 0,5 en PEM avec une catalyse platine, avec un catalyseur en platine. Mais bon, on peut aussi chercher à savoir s'il ne vaut pas une valeur différente. Mais bon, principalement, on a plutôt J0, bêta et J-lim. Et le P2H2O, je vous l'ai mis. En PEM, il n'est pas considéré parce que l'eau est liquide. Donc, on considère que l'activité de l'eau est égale à 1, donc elle n'intervient pas dans le Nernst. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de technologies où l'eau est sous forme vapeur, et donc il faudrait la prendre en compte. Donc c'est pour ça que je vous l'ai quand même mis. Alors, comme nous l'avons vu du coup au tout début de ce cours, on a du coup les différentes pertes qui viennent du coup reconstruire la tension réelle à partir de la tension réversible. Et donc bien sûr, on a l'activation, c'est cette loi-là, on l'a vu, la diffusion et les pertes ohmiques. Et maintenant, si on fixe alpha, comme c'est représenté donc du coup sur cette équation, puisque alpha n'est pas un paramètre à identifier, on le fixe ici, on dit par exemple qu'il vaut 0,5, et du coup c'est surtout J0 qui va venir déterminer l'allure de la courbe, en fait ici, courbe d'activation, et donc l'allure de la courbe réelle. Et donc à faible courant, c'est surtout J0 qui va venir déterminer l'allure de la courbe. Ça c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête. Et de la même façon pour J-lim à fort courant. C'est surtout J-lim qui va venir donner le coude, puisque plus on va se rapprocher de J-lim et plus on va tendre vers moins infini. Ça peut être aussi déterminé un peu par bêta, et bêta, comme je vous ai dit, normalement il est censé être égal à alpha. Donc on ne le laisse pas non plus prendre des valeurs, n'importe quelle valeur. On essaye quand même de le contraindre dans certaines valeurs qui ne sont pas trop éloignées d'alpha. Donc c'est plutôt J-lim vraiment qui va donner le coude. C'est quand même important de garder en tête que voilà, l'allure de ces deux morceaux de courbe, c'est intéressant de savoir que c'est déterminé principalement par deux paramètres si on modélise correctement. Cependant, il faut faire attention, ça ne veut pas dire que cette partie-là de la courbe, c'est la partie qui est régie uniquement par l'activation, et que la dernière partie, c'est la partie qui est régie uniquement par la diffusion, et que la partie du milieu, comme elle semble plate, on pourrait dire que c'est la partie régie uniquement par les pertes ohmiques. Ça, c'est pas vrai du tout. Et il y a des gens qui le font encore aujourd'hui, qui l'ont fait pendant longtemps, qui ont fait l'amalgame en fait.
À force de dire que l'allure, du coup, était représentée que par l'activation, ils ont fini par se dire, bon, dans cette première partie, c'est l'activation qui est prépondérante, dans celle-là, c'est la partie ohmique qui est prépondérante, et dans celle-là, c'est la diffusion qui est prépondérante. C'est pas vrai du tout. L'allure, en effet, est plutôt déterminée par une ou l'autre perte, mais savoir si une perte est prépondérante ou non, comme on peut le voir cet exemple, ici, tout le long de la courbe, c'est bien les pertes d'activation qui sont prépondérantes. Même ici, à fort courant, c'est toujours les pertes d'activation qui sont supérieures aux pertes par diffusion. Ça, c'est quand même important de garder en tête. Il y en a qui font encore l'erreur. On peut séparer en différentes parties la courbe, mais il faut faire attention après à ce qu'on dit derrière. Il ne faut pas faire d'amalgame. Après, bien sûr, les pertes par diffusion, si on se rapproche de J, elles vont exploser. On peut considérer du coup qu'elles vont être prépondérantes. Mais bon, c'est pas toujours là. En tout cas, au milieu, c'est certain que ce n'est pas, dans notre exemple, les pertes ohmiques qui sont prépondérantes. Donc ici, on est à peu près sur le bon ordre de grandeur des pertes. Vous voyez, pertes d'activation qui sont quasiment à 40% de total des pertes. Les pertes ohmiques, on est plutôt à du 10-20%, et les pertes par diffusion, du coup, on serait sur du 30-40%. Alors, maintenant, quelques informations, quelques ordres de grandeur des paramètres. Alors, alpha, on va considérer souvent qu'il est entre 0,1 et 0,6, ça dépend des technologies. Comme je vous disais, en PEM avec du platine, on considère qu'il serait censé être égal à 0,5. C'est ce que nous disent les électrochimistes. Voilà, les électrochimistes, pardon. I0, donc courant d'échange à l'équilibre, est plutôt de l'ordre du microampère. C'est assez faible. C'est pour ça que je vous disais que quand on fait approximation de Tafel, on ne prend pas trop de risques, parce que notre pile elle fonctionne rarement en microampères, donc plutôt à 10, 20, voire 100, voire 400 ampères dans une salle combustible. C'est rare qu'on la fasse fonctionner vraiment à des très faibles courants. Par contre, quand on l'arrête, c'est sûr qu'elle y va à faible courant. Mais est-ce qu'on a un intérêt à modéliser pendant un arrêt? C'est pas forcément le cas. Si c'était le cas, il faudrait trouver un autre modèle, évidemment. Ensuite, il y a IN, donc qui est généralement inférieur à 1 mA par cm² pour une pile qui est saine. Voilà, une pile qui n'a pas de problème de crossover, vraiment c'est inférieur à ça. Et quand on commence à avoir au-delà de 4-5 mA par cm², on commence à surveiller quand même sérieusement. Bêta, aux alentours des 0,01 à 0,1. Voilà, on essaye de ne pas le faire aller beaucoup plus bas. Ça permet encore une fois d'affiner la modélisation, bien coller à la réalité. ILIM, quelques ampères par cm², parce que comme je vous ai dit, dès qu'on se rapproche de ILIM, on a bien le coude. Donc si vous avez une courbe avec un coude prononcé, forcément le JLIM va être très proche de la fin de votre courbe, du courant le plus élevé que vous avez mesuré. Et donc c'est jamais du coup un courant immense, c'est vraiment un courant proche du courant de fonctionnement maximal de la pile. Donc c'est quelques ampères par cm². Une pile combustible, ça va fonctionner à 1, 2, 3 ampères par cm², mais en général c'est rarement au-dessus. Et ensuite, la résistance ohmique, donc, qui peut varier énormément selon les technologies et selon les matériaux utilisés pour les plaques bipolaires notamment. Elles interviennent beaucoup dans un stack sur la résistance électronique globale. Bon, ici, je vous donne un ordre de grandeur pour savoir que c'est l'ordre de 0,1 à 0,3 en cm². Donc voilà, pour notre modèle de pile réelle avec les 3 pertes majeures modélisées, plus la prise en compte du crossover, ou en tout cas des pertes parasites à courant nu. Donc modèle qui est valable sur toute la plage de courant, de 0 au courant max de la pile. Maintenant, nous allons nous concentrer un peu sur l'identification paramétrique, puisque maintenant qu'on a un modèle, il va falloir déterminer la valeur des paramètres. Et pour ce faire, on va utiliser un algorithme d'identification paramétrique. Donc, tout d'abord, on va parler un peu de comment fait-on pour faire l'identification paramétrique. Et ensuite, on présentera un algorithme, par exemple, un exemple d'algorithme. Alors, l'objectif de l'identification, c'est déterminer les paramètres du modèle, comme je viens de le dire. Et comment ça se déroule l'identification? Donc en anglais, pour votre information, l'identification, on appelle ça un fitting. On appelle ça, en français, on dit même des fois faire fitter le modèle sur un combat expérimental. Le terme le plus correct, ce serait identification paramétrique de notre modèle. Ou identification des paramètres de notre modèle. Dans le but que la tension calculée par le modèle soit la plus proche possible de la tension mesurée expérimentalement. Voilà, c'est ça le point de départ de l'identification, c'est qu'on veut cette égalité entre tension modélisée et tension réelle mesurée expérimentalement. Et donc pour ce faire, en fait, on va venir calculer l'erreur qu'il y a entre notre modèle et les données expérimentales. Et on va chercher à minimiser cet écart. Donc en fait, on va construire une fonction, la fonction écart, qui calcule justement cet écart entre le modèle et l'expérimentation.
Et cette fonction écart, du coup, va dépendre des paramètres du modèle. Puisque si on fait bouger les paramètres du modèle, on va bouger le modèle par rapport à l'expérimentation. Donc du coup, cette fonction écart va dépendre des paramètres du modèle. Et du coup, on va chercher à minimiser cette fonction écart. On va chercher du coup à minimiser l'écart entre les deux, entre les deux tensions, la tension modélisée et la tension expérimentale, en faisant varier les paramètres. Donc il faut imaginer, par exemple, dans le cas d'une fonction à une dimension, mettons qu'on a un modèle avec un seul paramètre, et bien cette fonction écart, du coup, on pourrait la tracer, comme ceci, par exemple, dans un domaine donné. Et on voit ici que le minimum de la fonction, ici, dans le domaine donné, c'est celui-là. C'est celui qu'on va appeler le minimum global. C'est-à-dire que dans le domaine dans lequel on a tracé notre courbe, on ne pourrait pas en trouver d'autres. On ne pourrait pas trouver de valeur plus faible de l'écart. C'est-à-dire qu'on aura beau bouger notre paramètre comme on veut, on ne trouvera pas plus faible. Dans notre domaine, encore une fois. Et on voit qu'il y a un autre minimum ici. Et il se trouve que selon les algorithmes d'identification qu'on utilise, notre algorithme pourrait très bien se retrouver ici et se retrouver bloqué là. Et nous dire, bon ben voilà, moi j'ai trouvé un minimum, voilà la valeur du paramètre qui permet d'avoir ce minimum. Et la plupart du temps, on n'a aucun moyen de savoir si c'est le minimum global ou non dans le domaine utilisé. Là, c'est une courbe en une dimension, donc on peut la tracer. Mais dès qu'on a plusieurs paramètres, ça veut dire qu'en fait, on a une fonction en plusieurs dimensions. Donc si on voulait la tracer, ça serait un espace en plusieurs dimensions, donc on ne peut pas le tracer. On ne peut pas la représenter mentalement. Et du coup, quand notre algorithme il nous dit j'ai convergé, j'ai trouvé des paramètres qui me donnent un minimum, on ne peut pas savoir si c'est minimum global. Après, ça dépend des algorithmes, mais bon, généralement, c'est quand même très difficile de savoir si on a trouvé l'optimum global dans la plage de variation de nos paramètres. Donc voilà, ça c'était quand même très important comme notion de se dire que voilà, comment on identifie, c'est en minimisant une fonction et qu'on n'est jamais sûr de l'avoir minimisée le plus possible. Alors, voilà un exemple d'algorithme d'identification. C'est-à-dire que pour identifier nos paramètres, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par générer un jeu de paramètres initial. Ça veut dire qu'en fait, on va déterminer des bornes pour chaque paramètre. On va dire alpha, il doit varier de 0,1 à 0,9, c'est tout. C'est-à-dire que l'algorithme d'identification ne va, l'algorithme d'identification ne va jamais aller chercher un alpha supérieur à 0,9 ou inférieur à 0,1. Il va se cantonner à ces valeurs-là. Il va pouvoir choisir des alphas entre ces deux valeurs. On va faire ça pour tous les paramètres. On va venir donc définir des bornes pour tous les paramètres. Et la première étape, ça va être de choisir aléatoirement ou non un point de départ entre ces bornes. Donc entre les bornes de chaque paramètre, on va venir choisir une valeur. Donc soit on le fait de manière complètement aléatoire, comme ça on va pouvoir le faire plusieurs fois, peut-être des centaines, des milliers de fois, à chaque fois on aura un point de départ aléatoire comme ça. Soit on va venir le choisir intelligemment parce qu'on sait un peu ce qu'on va obtenir. Alors il se trouve que c'est là où vraiment se joue l'expertise de la personne qui fait l'identification paramétrique, puisque ça va être le fait de connaître la pile à combustible, de connaître ce qui se fait, ce que d'autres ont fait dans la littérature, d'autres modélisations qui ont été faites, c'est-à-dire d'avoir des ordres de grandeur de paramètres en tête. C'est ça qui va permettre de définir les bornes et de définir le point de départ si on ne le choisit pas aléatoirement. Donc là, vraiment, il faut avoir conscience que l'expertise de la personne à cet endroit-là, elle est très importante. Et donc une fois qu'on a un premier jeu de paramètres, donc a été choisi aléatoirement ou alors vraiment choisi intelligemment parce qu'on se dit on veut ces paramètres-là, donc proche de ces paramètres-là, donc on va essayer, voir si l'algorithme ça lui convient ou pas. Et bien ensuite on va passer à une autre étape où on va calculer du coup la tension modélisée, puisqu'on a donné une valeur à chaque paramètre, donc on va pouvoir calculer la tension modélisée. Et ensuite, dans une troisième étape, ici, là, nous sommes ici, on va venir calculer l'erreur entre cette tension modélisée et la tension qu'on avait mesurée expérimentalement. C'est notre fonction erreur dont on parlait tout à l'heure. Et donc selon la valeur de cette erreur, bien si cette erreur on la considère trop élevée, c'est-à-dire qu'on s'est fixé un critère d'erreur, on sait qu'on peut au moins espérer avoir une erreur de temps, je ne sais pas moi, de 10-3, 10-4, parce qu'on connaît un peu la modélisation. Encore une fois, il y a aussi l'expertise un peu qui joue, on sait qu'est-ce qu'on peut espérer atteindre, et donc du coup on va venir fixer ce critère d'erreur. Donc si l'erreur entre le modèle et l'expérimentation est trop élevée par rapport à notre critère, eh bien on va venir modifier le jeu de paramètres. Sauf que cette fois on ne va pas le faire aléatoirement, on ne va pas le faire nous-mêmes à la main, on va venir utiliser ce qu'on appelle un optimiseur, un algorithme d'optimisation, il en existe plein, qui va essayer de chercher intelligemment à modifier les paramètres pour minimiser la fonction. Et du coup on va revenir directement à ces étapes-là où on va de nouveau calculer la tension modélisée et calculer l'erreur.
Et sinon, si on a l'erreur qui est acceptable, c'est-à-dire qu'on est vraiment en dessous du seuil qu'on s'était fixé, ou qu'il y a stagnation de l'optimiseur, parce que l'optimiseur, là, qui est ici, des fois, il va nous dire, bon ben là, moi, ça fait plusieurs itérations, plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'itérations, et que j'essaye de modifier mes paramètres, je suis toujours sur la même erreur. Donc, au bout d'un moment, on va considérer qu'on a atteint la stagnation. Donc là aussi, il y aura un critère arbitraire, on va dire, je ne sais pas, au bout de 100 itérations, si on a toujours la même valeur d'erreur, c'est qu'on a atteint la stagnation. Donc là aussi, il y a encore un seuil arbitraire à fixer. Et bien si on est dans un de ces deux cas, c'est-à-dire erreur acceptable ou stagnation atteinte, eh bien on va venir récupérer le jeu de données. Que ça veut dire récupérer le jeu de données? Ça veut dire qu'on va considérer que les paramètres qui ont été identifiés, eh bien, ce sont les paramètres finaux qu'on va utiliser finalement pour modéliser notre courbe. Alors je refais une petite précision sur l'erreur acceptable ou non. Parce que ce seuil d'erreur, comme je vous dis, c'est selon le domaine. Des fois, il y a des domaines où on sait qu'on va avoir une erreur très très faible, 10-6, 10-9, voilà, on le sait. On sait que nos modèles ils sont très fidèles et qu'on peut obtenir cette erreur-là. Alors qu'il y a d'autres domaines où non, un pile à combustible, c'est pas le cas, on n'aura jamais une erreur extrêmement faible, sauf si on est peut-être juste sur une seule courbe, et encore, parce qu'on a beaucoup d'aléatoires avec les conditions opératoires, des choses comme ça. Donc, en pile à combustible, on ne va pas être un domaine où on va être extrêmement exigeant par rapport à l'erreur. Il faut le garder en tête. Mais bon, souvent, on essaye au moins que l'erreur soit inférieure à l'incertitude de mesure. C'est quand même le minimum. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc voilà pour notre identification paramétrique. Maintenant, on va venir conclure, surtout pour rappeler en fait des grands éléments fondamentaux de la modélisation qu'il ne faut pas oublier pour ne pas faire n'importe quoi quand on utilise un modèle. Alors, notre identification paramétrique, elle nous a permis d'identifier les paramètres. Et donc maintenant, comme je vous disais au tout début, on peut utiliser donc, ces valeurs de paramètres pour essayer de les interpréter. Par exemple, le ROM pourrait nous donner des informations sur l'humidification de la membrane, puisque plus la membrane est humidifiée, mieux la membrane est humidifiée en PEM, et mieux sa conduction ionique est élevée. Donc, ça veut dire qu'on aura un ROM faible en fait, si on est bien humidifié, par exemple. Au contraire, si on est asséché, on aura un ROM élevé. Donc bon, ça peut permettre de déterminer ça. Et donc du coup, si on a un problème d'humidification de gaz, c'est peut-être qu'il y a un problème dans le système, dans le contrôle commande du système, et on peut peut-être corriger ça en temps réel, par exemple. Ensuite, IN, on a dit que ça nous donnait une image du crossover, donc ce qui est important pour savoir si on court un danger en utilisant la pile ou non, ou si on doit surveiller cette valeur plus régulièrement, donc ce qui va peut-être amener des maintenances préventives à faire plus régulièrement sur la pile. Ensuite, on a le ILIM, donc le courant limite de diffusion des gaz, qui va nous donner du coup une image de est-ce que ça diffuse bien ou pas entre guillemets. Donc du coup, est-ce qu'il y a un engorgement par exemple? Est-ce qu'il y a beaucoup trop d'eau qui est produite en sortie de pile? Du coup, les gaz ont du mal à arriver. Ou est-ce que les électrons ont été dégradés? C'est-à-dire que la porosité du milieu poreux d'électrode a été modifiée, donc la diffusion est différente. Donc ça peut nous donner des informations là-dessus. Et donc savoir si on doit changer par exemple une cellule de notre stack. Est-ce que cette cellule est endommagée ou non? Et pour l'engorgement, je reviens là-dessus, si on détecte un engorgement en temps réel, on peut venir peut-être le corriger. On peut venir peut-être augmenter les débits de gaz, diminuer l'humidification pour essayer d'éviter la réaction en chaîne que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui fait que quand on s'engorge, après on a le courant qui chute jusqu'à zéro et après pour la rallumer, la pile c'est compliqué quand elle a beaucoup trop d'eau dans les électrodes. Il faut plusieurs heures, généralement. Ça dépend des technologies encore une fois. En tout cas, ça ne se fait pas instantanément. Et le courant d'échange à l'équilibre, donc il va nous donner une image de la surface active de notre cellule, par exemple. Donc la surface active, c'est quoi? Donc ça veut dire, est-ce que le catalyseur que j'avais mis au départ, est-ce qu'il est toujours aussi accessible? Est-ce qu'il n'y a pas des particules qui sont détachées? Est-ce qu'il n'y a pas des particules qui ont bougé et qui sont mises à des endroits où elles sont moins accessibles, etc. etc. Donc ça va nous donner une information du coup sur la dégradation des électrodes, par exemple. Donc voilà, quelques éléments que nous avons réussi à déterminer là, si nous avons identifié les paramètres de notre modèle. Ensuite, lorsqu'on utilise un modèle, il faut bien garder en tête certaines choses. Parce que comme on l'a vu, on a fait beaucoup de choses quand on a terminé notre modèle. Pourtant, on n'a pas fait toute la démonstration ici, mais déjà, on a vu qu'il y avait des hypothèses qui étaient faites, qu'il y avait des paramètres empiriques qui étaient introduits. Donc du coup, il y a des choses quand même qu'il faut garder en tête pour ne pas se dire notre modèle, c'est la vérité. Et du coup, rentrer dans des erreurs après l'interprétation. Par exemple, on a fait donc des hypothèses simplificatrices, l'hypothèse effort courant de Tafel, etc. Donc ça, il faut toujours bien le garder en tête. Il y a toujours des hypothèses simplificatrices. Un modèle, ce n'est jamais la réalité. Bien évidemment, sinon ça ne serait pas un modèle, ça serait la réalité. La validité d'un modèle n'est pas toujours facile à évaluer.
aussi. C'est-à-dire que là, du coup, il faut faire attention. Où est-ce qu'on peut utiliser le modèle? Donc ça, c'était le point numéro 1. Mais même quand on sait où est-ce qu'on peut l'utiliser, mais comment est-ce que ça a été déterminé, ça, qu'on peut l'utiliser dans un certain domaine? Ça a été déterminé par des critères de précision, hein, comme on a vu, donc d'écart entre la tension modélisée et la tension réelle, et peut-être aussi des critères de cohérence des paramètres. Est-ce qu'on a vraiment obtenu des paramètres qui semblaient logiques par rapport à ce qu'on attend? Et donc là, vous sentez bien que ces deux indicateurs, précision et cohérence des paramètres, ne sont pas toujours faciles à évaluer de manière absolue pour dire c'est sûr, notre modèle il est bon, il sera toujours bon. Parce que même la précision, c'est compliqué. Si on raisonne juste sur l'erreur, comme je vous ai expliqué jusqu'à présent, le problème de l'erreur, c'est qu'elle est globale sur toute la pola. On pourrait très bien avoir une énorme erreur au début, une énorme erreur à la fin, mais que tout le long, après, ce soit nickel, et que du coup, notre erreur globale ne soit pas énorme. Vous voyez, la précision aussi, c'est quand même pas facile à évaluer. Il ne suffit pas d'un paramètre global. Donc bon, tout ça pour dire que quand on dit un modèle il est valide, en fait, comment est-ce qu'on le détermine, quoi? C'est jamais parfait. On n'est jamais sûr. Ensuite, un modèle est toujours validé dans un certain domaine, donc ça, comme on vient de le dire, donc il faut faire attention quand on utilise un modèle, il ne faut pas utiliser n'importe comment. On l'a vu dans les exercices du cours numéro 2, que si on faisait n'importe quoi avec la loi des gaz parfaits, on obtenait n'importe quoi, par exemple. Mais on a tendance à l'oublier, parce qu'on a tendance toujours à utiliser des lois, parce qu'on est toujours dans le cas où on peut les utiliser. Et donc, des fois, on tombe sur le cas où on ne peut pas, sauf qu'on n'a jamais eu le réflexe de vérifier si on pouvait ou pas l'utiliser. Ça, c'est quand même important. Et ensuite, le sens physique d'un modèle est souvent mis à mal par des simplifications et des modifications empiriques. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, on a fait des approximations, et on a aussi introduit carrément des éléments complètement empiriques dedans, comme le IN qu'on a introduit. Et donc là, on vient perdre quand même pas mal de sens physique. Donc après, tout ça, ça vient nuire à l'interprétation. Donc voilà, attention au domaine de validité, et attention aux interprétations physiques ensuite qu'il y a derrière. Il ne faut pas oublier que notre modèle, même s'il a l'air d'être physique, il y a toujours des hypothèses derrière, et donc après, quand on interprète nos paramètres, on dit, voilà, ce paramètre, il est de temps, donc c'est sûr, notre surface active, elle est de temps. Eh bien, il faut faire attention. Une modélisation, c'est jamais la vérité. Et une identification paramétrique ne va jamais vous donner la vérité. Ça se trouve, si vous donnez les mêmes données à un autre laboratoire, il va vous trouver des paramètres différents. C'est très, très probable. Donc, il faut faire très attention avec ça. Il faut vraiment y aller avec des pincettes quand on modélise. Donc voilà, pour ce cours, je vous remercie de votre attention. Alors, à la suite du cours, il y a une sorte de TD où on va essayer de faire justement des identifications paramétriques sur quelques courbes de polarisation. Alors, vous allez trouver donc sur Moodle un fichier OpenOfficeCalc, donc un tableur, que je vais vous présenter dans une autre vidéo où on va faire ensemble une première identification paramétrique et ensuite vous en aurez deux autres à faire vous-même dans le cadre du TD. Et je ferai une troisième vidéo où il y aura la correction de toutes les identifications. Sachant que la dernière identification que vous n'aurez pas à faire dans le cadre du TD, mais que vous pouvez faire de manière facultative si ça vous intéresse, ce sera une identification qui sera vraiment différente des autres, beaucoup plus intéressante pour vous. Donc il vous faudra vraiment vous creuser la tête pour déterminer à calculer déjà la fonction à minimiser, déjà, comment la calculer, et ensuite déterminer les différents paramètres qu'il vous faudra utiliser dans cette fonction à minimiser, par exemple. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo donc, qui présente le TD. Voilà, merci.